Coordinateur de la France Insoumise, député de la première circonscription du Nord. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur LCI ce matin en direct dans ce studio. Tiens, on va rester sur les annonces que le Premier ministre va faire demain. Très attendu, il va sans doute encore desserrer les taux du confinement. À l'origine, vous étiez contre ce déconfinement. Jean-Luc Mélenchon, avec sa verve, l'avait dit. C'est du grand n'importe quoi d'ouvrir 11 mai. Finalement, ça se passe bien, vous l'admettez ? Alors, nous n'étions pas contre le déconfinement, Elisabeth Martichoux. La date du 11 mai. Oui, vous ne ferez pas dire qu'on est la force politique qui veut le confinement ad vitam aeternam. À la date du 11 mai. Dès le 30 mars, nous avions dit qu'il fallait planifier le déconfinement, c'est-à-dire ne pas entrer dans la question du déconfinement de la même manière que le gouvernement était entré dans le confinement, c'est-à-dire de façon totalement hasardeuse. Pour nous, c'est clair, la date du 11 mai a été choisie arbitrairement par Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs collé au pied d'Édouard Philippe comme un boulet. On a vu le gouvernement bien en peine pour pouvoir respecter cette date du 11 mai. Pour nous, il apparaissait, et c'est dans le plan de déconfinement que nous avons proposé avec la France Insoumise, tout ça est passé sous les radars, bien évidemment, puisque tout a été expédié au Parlement, nous avions expliqué que pour nous, la date à partir de laquelle on pouvait déconfiner ne doit pas être le point de départ, mais bien le résultat d'un processus. De quoi avons-nous besoin, en quelle quantité, comment le produire, quel protocole respecter, quelle protection offrir, et alors une date doit en découler. Mais à aucun moment, nous n'avons souhaité autre chose que ça ne se passe bien. Si ça se passe bien, tant mieux. Vous admettez que ça se passe bien. Pour l'instant, effectivement, d'un point de vue sanitaire, il semble que les indicateurs soient bons. Je crois raisonnablement que nous pouvons nous accorder tous les deux sur le fait que nous avons besoin encore de quelques jours, compte tenu du délai d'incubation, pour le vérifier. Mais si ça se passe bien, tant mieux. Si vous me permettez, donc, ce grand n'importe quoi qu'avait dénoncé Jean-Luc Mélenchon, finalement, ça se passe bien. Est-ce que vous souhaitez que ce soit accéléré demain, qu'il y ait une nouvelle étape importante? Les Français l'attendent manifestement, en tout cas une grande partie d'entre eux. Si la situation sanitaire le permet, évidemment. Mais encore une fois, de manière organisée et planifiée. Qu'est-ce que vous attendez précisément? L'objectif ne peut pas être de reprendre toutes les activités à tout prix. En revanche, si la situation sanitaire est garantie, on peut effectivement desserrer les taux. Et nous, de tout cœur, nous n'avons jamais souhaité autre chose que cela fonctionne en réalité. Mais la priorité doit être l'aspect sanitaire. Nous avons considéré que la date du 11 mai avait été un choix arbitraire, d'abord pris sur fond de compétition internationale, notamment à l'échelle européenne. Vous avez vu ces pays européens qui, en quelque sorte, se tiraient la bourre pour savoir quel allait être celui qui allait reprendre. Il faut arrêter une date. Il y a bien un moment où il faut donner des perspectives. Il y avait bien un moment où il fallait effectivement permettre aux Français de reprendre l'activité et à l'économie aussi. Évidemment, mais il faut planifier, organiser. Vous savez, cette crise du coronavirus, ce n'est pas seulement la crise d'un virus. Nous ne combattons pas seulement un virus, Elisabeth Martichoux, ce serait une erreur de diagnostic. Nous combattons les effets d'un virus sur un modèle politique, économique, qui à bien des égards, et vous le savez, nous a mis en situation de fragilité. Songez par exemple à la santé, ça n'est pas un hasard si nous avons perdu en 15 ans 69 000 lits d'hôpitaux. Il y a des choix politiques qui ont été faits. Est-ce qu'on peut parler, assez concrètement de ce qui va se passer pour les Français, parce qu'ils sont dans une situation tellement insolite qu'ils l'attendent. Le président de votre région, Xavier Bertrand, a envoyé une lettre au président, associée d'ailleurs à son collègue du Grand Est, Jean Rottner, pour dire il faut absolument qu'on passe du rouge au vert. Est-ce que vous soutenez cette démarche? Est-ce que vous dites oui, il faut donner à votre région des Hauts-de-France les mêmes droits entre guillemets que les Elisabeth autres? Martichoux, tout le monde le souhaite, sauf que tout le monde comprend aussi. Si c'est possible sanitairement et si les indicateurs sanitaires le permettent, évidemment. Mais vous savez, passer du rouge au vert, c'est pas simplement changer de couleur sur un ordinateur. Ça doit correspondre à des indicateurs sanitaires. J'entends ce que viennent de dire les intervenants juste avant, que les indicateurs sanitaires, y compris dans l'Hauts-de-France, permettraient de passer au vert. Si c'est le cas, allons-y, évidemment. Mais faisons les choses de manière organisée et non pas de manière hasardeuse, comme ça a été fait notamment dans l'entrée du confinement. Le ministre de l'Éducation nationale, qui était à votre place hier matin, a eu des mots assez durs à l'égard des maires qui continuent de s'opposer à la réouverture des écoles. Vous étiez contre la réouverture des écoles avant septembre. Et s'agissant du maire de Stains, dans la Seine-Saint-Denis, il a dit que c'était honteux et antisocial, cette opposition. Je pense à Stains, la ville la plus pauvre de Seine-Saint-Denis. C'est profondément antisocial. Les enfants ont besoin de l'école. Vous savez, Elisabeth Martichoux, les maires dans cette affaire ont été mis lourdement à contribution. Moi, j'étais en contact régulier avec les maires de ma circonscription. Je peux vous dire que souvent, les ordres et contre-ordres du gouvernement, le fait que Emmanuel Macron se défausse en quelque sorte sur la responsabilité des élus locaux, voire même parfois, s'agissant de l'école, sur la responsabilité individuelle des parents, c'est-à-dire en gros, débrouillez-vous, ce sera votre choix, c'est sur la base du volontariat. Mais vous savez, vous venez de dire à l'instant que nous étions opposés à la réouverture des écoles, mais moi, j'ai pas sorti ça de mon chapeau comme ça. Le conseil scientifique, vous savez, celui dont se réclamait souvent Emmanuel Macron,
et dont il ne s'est pas réclamé d'ailleurs pour la date du 11 mai, avait clairement dit que la réouverture des écoles était préférable pour le mois de septembre. Est-ce que la politique, ça n'est pas prendre des décisions? Absolument. C'est un arbitrage évidemment, qui peut s'affranchir d'un conseil scientifique. En tout cas, c'est sur la base des informations que nous donnent les scientifiques qu'on prend des décisions politiques, et vous avez raison de dire que ce n'est pas aux scientifiques de prendre les décisions politiques à la place des politiques. Mais écoutez, moi ce que j'observe surtout, c'est qu'Emmanuel Macron nous a dit... Est-ce que ça n'est pas antisocial? C'est ça ma question. Est-ce que ça n'est pas antisocial? Est-ce que ça n'est pas s'opposer à l'intérêt des enfants confinés depuis plus de 10 mois, de s'opposer à l'ouverture des écoles? Assurément, l'intérêt des enfants est de retourner à l'école, cela va sans dire, mais la priorité des priorités, celle qui doit être au sommet de la hiérarchie, c'est le fait d'éviter une seconde vague de l'épidémie et une catastrophe sanitaire. Donc je dis les choses simplement. Là où c'est possible de respecter des conditions de protection sanitaire optimales, là où effectivement il apparaît que le virus circule moins... Donc on n'a pas à contester un maire qui localement estime que ça n'est pas possible. En tout cas, si vous voulez, on pourrait peut-être le faire si les consignes du gouvernement avaient été plus claires. Enfin, regardez un peu le travail qu'ont dû assurer les élus locaux dans cette période. Ça a été la débrouille. Mais j'ai envie de dire presque comme les soignants, vous savez. Si l'hôpital a tenu, si on n'a pas été sur une tension, sur un craquage absolu de l'hôpital public, mais c'est grâce souvent au système D, à l'auto-organisation des gens à l'hôpital. Moi, je ne veux plus voir nos soignants en sac poubelle, comme je ne veux plus voir nos élus locaux isolés comme ils l'ont été parfois, avec ordre et contre-ordre de la part du gouvernement. Il faut des consignes claires. Adrien Quatennens, à propos de consignes, l'application Stop Covid arrive en débat à l'Assemblée. Vous êtes élu au Sénat demain. Est-ce que, si c'est voté, il y a un petit suspense puisque la majorité est partagée, mais si c'est voté, est-ce que vous allez la télécharger? Non, je ne la téléchargerai pas pour plusieurs raisons. D'abord, je conteste l'efficacité d'un tel procédé, parce que ça supposerait que tout le monde soit équipé. Or, par exemple, pour n'en citer qu'un, les personnes qui sont les plus sensibles au Covid-19, les plus à risque, sont les personnes plus âgées qui sont les moins équipées en smartphone. Ensuite, ça supposerait que tout le pays soit couvert. On voit bien que ce n'est pas le cas. On a quelques expériences à l'étranger qui nous montrent d'ailleurs l'inefficacité relative. Si on considère le nombre de téléchargements de l'application pour le nombre de cas contacts détectés, c'est très fragile. Donc d'abord, je mets en cause l'efficacité d'une telle application, première chose. Oui. Et deuxième chose, j'estime que nous n'avons pas aujourd'hui les garanties en termes de secret médical, de libertés individuelles. Et je vois que beaucoup de spécialistes du secteur... La CNIL a approuvé le procédé. Oui. Il a d'abord fait des remarques. Le gouvernement en a tenu compte. Et hier, la CNIL a dit OK. Elisabeth Martichoux, vous savez comme moi que généralement, quand on prend des mesures d'exception, on l'a déjà vu dans ce pays, elles finissent par se pérenniser. Vous n'avez pas confiance en ce système. On rappelle, je suis un numéro, vous êtes un numéro, oui. Et en réalité, on n'entre aucune donnée personnelle en téléchargeant l'application. Je conteste l'efficacité d'une telle application. Je crois que c'est inefficace pour les raisons que j'ai évoquées. Ça peut pas sauver des vies. Mais ça peut pas sauver. Il y a plein de choses qui peuvent sauver des vies, vous savez. Mais est-ce qu'elles sont véritablement efficaces? Est-ce qu'elles sont à généraliser? Et surtout, à quel prix en réalité? C'est volontaire. Moi, je considère que... Oui, mais regardez, aujourd'hui, vous venez de dire à l'instant, à raison, que l'épidémie était plutôt bien maîtrisée et que sans doute on pouvait desserrer les taux. Si on fait confiance à la responsabilité de chacun, au fait que chacun respecte les gestes barrières, au fait que sur les lieux de travail, ce qui me paraît bien plus important par exemple que l'application Stop Covid, au fait que celles et ceux qui travaillent soient directement impliqués dans les processus qui permettent d'organiser le travail de manière sécurisée. Voilà qui me paraît plus efficace que de télécharger une application qui va vous faire des injonctions à je ne sais quoi. Non, clairement, ça me paraît non seulement inefficace d'abord, et ensuite, il y a quelques problèmes en termes de garantie sur le secret médical, liberté individuelle. Moi, je n'ai pas envie qu'on multiplie les applications qui viennent faire intrusion comme ça dans nos vies. Il y a un problème sur le secret médical, dites-vous. Quand on va à l'hôpital, on donne beaucoup plus de données qu'on en donnera dans cette application. Et pourtant, vous ne demandez pas à l'hôpital de ne pas enregistrer vos données personnelles. Si vous êtes convaincu que télécharger ce type d'application va véritablement nous permettre d'enrayer l'épidémie, moi, très franchement... Ça ne peut pas être un instrument. Je considère que ce n'est pas un instrument indispensable et que ça va être inefficace. Vous dites aux Français, si c'est voté et donc appliqué, parce que si ça n'est pas voté, le gouvernement a dit... on la met aux oubliettes. Si c'est voté, vous dites aux Français, ne la téléchargez pas. Chacun fera comme il voudra. Vous savez, il y a plein d'applications qui sont déjà disponibles dans votre téléphone portable, qui s'occupent déjà de vous tracer. Si vos électeurs du Nord vous le demandent, vous leur direz quoi? Moi, je dirais qu'à mon avis, à titre personnel, c'est inefficace et que ça n'est pas nécessaire. Dans un entretien à l'Express, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, lance plusieurs propositions. Le Macron des territoires, la création d'un ministère des services publics et il évoque une contribution des plus aisés. Je cite, ponctuellement, et parce que la solidarité pourrait l'exiger, s'interroger sur une contribution des plus aisés, pourquoi pas? On rappelle que Richard Ferrand est un très proche du président. Est-ce que cette réflexion, qui devrait être mise sur la table, selon le président, c'est on va dire, une bonne démarche?
Ça me paraît évident, mais éminemment contradictoire avec d'autres déclarations du gouvernement. Il y a 2 jours, Bruno Le Maire, sur un plateau télé, disait clairement que, par exemple, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, parce qu'en creux, on peut imaginer que c'est de ça dont il s'agit, c'était très facile à rétablir, mais que ça rapporte très peu. Et non, parce que si on regarde la Bosse, non, dans le même interview, il dit que l'ISF est un contresens absolu. C'est pas en rendant la France moins attractive qu'on va y arriver. Il parle donc Est-ce que vous avez idée, juste, c'est un peu technique, mais est-ce que vous avez idée de combien d'assujettis à l'ISF partaient chaque année quand l'ISF était encore dans ce pays? Vous avez une idée? Vous avez une idée? 0,2%, oui. C'est rien du tout. Et sans qu'on puisse d'ailleurs prouver que c'était pour des raisons fiscales. La question qui était posée par Emmanuel Macron, c'est combien sont revenus? D'abord, 0,2% chaque année partait, c'est très peu. Combien sont revenus? Très peu. Écoutez, je ne sais pas vous dire combien sont revenus, mais je sais que 0,2% sont partis. Le plus intéressant. Écoutez, tout le monde comprend une chose, et moi je vais vous dire franchement, si après la crise, ce doit être comme avant la crise, on n'aura rien compris. Vous voyez, il y a de cela 10-12 ans, on faisait face à une crise d'une grosse envergure, mais d'une autre nature, une crise financière. Et rappelez-vous qu'à l'issue de cette crise financière, un autre président de la République, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, nous avait fait un beau discours pour dire « C'en est terminé du capitalisme sauvage, mondialisé ». Quelles leçons avons-nous retenues? Et aujourd'hui, quelles leçons va-t-on retenir de la crise que nous avons sous les yeux, Elisabeth Martichoux? Demain, nous aurons d'autres crises à affronter, d'une autre nature. Songez par exemple à la crise climatique, qui vont nécessiter qu'on s'endette encore, qu'on investisse. Si le but d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, c'est de faire en sorte qu'après cet épisode, dont on n'est d'ailleurs toujours pas sorti, tout redevienne comme avant, alors rendez-vous à la prochaine crise, nous n'aurons rien compris. S'il veut se réinventer, puisqu'il l'avait promis dans un discours en mars, pour dire les choses de façon un peu rustique, il faut faire payer les riches. Mais pas uniquement. Vous savez, l'impôt... d'abord, répondez à cette question. Sur l'ISF, je vous réponds. Moi, je considère que l'ISF, c'est 3,2 milliards d'euros. Attendez, écoutez-moi, mais je peux vous faire plein de propositions, mais rien que sur l'ISF, c'est 3,2 milliards d'euros qu'on peut récupérer. Et en plus, je vous le dis, très peu de monde partait pour des raisons fiscales à cause de l'ISF. C'est faux. C'est 3,2 milliards. Oui, mais c'est 3,2 milliards d'euros. C'est 3,2 milliards d'euros pour être injectés directement dans la planification sanitaire, par exemple. Voilà ce dont nous aurions besoin à l'heure où l'hôpital public craque de tous côtés et où les soignants exige que leurs revendications soient entendues. C'est bien faire payer les plus riches. Fût-il temporairement, il faut le rétablir. Et d'ailleurs, nous avons lancé une pétition sur le sujet. Et j'invite. Mais même si c'est temporairement. Ah bon, c'est pas un symbole ? Moi, je suis pour un rétablissement véritable. Mais si le gouvernement est prêt à le rétablir temporairement pour faire face à la crise, le temps de récupérer cet argent qui est nécessaire là tout de suite pour investir, par exemple, dans l'hôpital public. Vous savez combien on a dépensé de milliards déjà ? Pour l'hôpital public ? Non, pour l'hôpital public, pour la filière automobile, pour le tourisme, pour les trois secteurs les plus touchés. Je vais vous dire, regardez, si vous considérez les milliards qui ont été mis sur la table, Elisabeth Martichoux, qu'il s'agisse des plans nationaux ou du plan européen avec l'accord Macron-Merkel, les fameux 500 milliards d'euros, bien souvent ce n'est pas de l'argent frais, ce sont des garanties de prêt. Et surtout, accrochez votre ceinture, c'est que vous avez entendu Madame Merkel comme moi la semaine dernière. Elle nous explique qu'il faudra... Un instant, elle nous explique... Oui, mais c'est important parce que ça concerne la France. Il nous explique, on s'endette pour éviter que la situation ne s'empire, mais demain, il faudra rembourser dans le respect du cadre des traités européens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ce sera de nouvelles politiques d'austérité qui nous mettront dans des situations de fragilité comme nous les avons connues pour notre système de santé. C'est la Commission européenne qui, pendant des années, a demandé des économies sur la santé. Vous me permettez de revenir une seconde à l'interview de Richard Ferrand. Ce qu'on entend, c'est que s'il n'y a pas de rétablissement de l'ISF, vous estimez que les promesses de redistribution, c'est bullshit. Mais il y a beaucoup plus à faire que ça. Vous voyez, par exemple, si vous voulez, une proposition sur une réforme fiscale, mieux répartir l'effort. Il ne s'agit pas, comme vous l'avez dit à l'instant, de priver ou de punir les riches, ce n'est pas le sujet. C'est peut-on faire société avec de tels niveaux d'écart? Moi, par exemple, avec la France Insoumise, nous proposons une réforme fiscale qui ferait qu'on aurait 14 tranches d'impôts. C'est 5 aujourd'hui, pour mieux lisser l'effort. Avec cette proposition, toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois, et ça fait beaucoup de monde dans ce pays, paieraient moins d'impôts. Donc voyez-vous, on peut imaginer un autre modèle, une autre répartition et d'autres objectifs. Voilà. Par exemple, quand on arrose des entreprises d'argent public sans contrepartie, sans fixer une ligne d'horizon, une trajectoire, ça n'est pas possible. Donc, il faut planifier, par exemple, faire la planification écologique. L'important, c'est la redistribution, en tout cas repenser la redistribution. Pour vous, l'ISF n'est pas un totem. Si on passe par d'autres mécanismes, pourquoi pas? Oui ou non? Et d'autres mécanismes, pourquoi pas, mais en attendant, je vous le dis et je vous le répète sur votre plateau, je souhaite le rétablissement séance tenante de l'ISF, vous l'aurez compris. Temporaire. L'État au chevet de la filière automobile, on parlait justement des plans de relance, c'est le première brique d'un plan de relance, ça concerne l'automobile, 8 milliards. Tiens, c'est un peu anecdotique par parenthèse, mais
Xavier Bertrand, le président de votre région, c'est vrai qu'on parle souvent des mauvaises relations entre les élus et Emmanuel Macron. Il a été choqué du fait qu'il n'était pas invité à cette annonce du plan Bon. Est-ce que c'est une susceptibilité mal placée ou est-ce que c'est une mauvaise manière républicaine faite au président de la région? Non, je comprends effectivement son indignation. Vous savez, quand un ministre ou le président de la République se déplace dans votre région, dans votre circonscription, vous êtes informé et vous y allez en général. Donc là, Emmanuel Macron avait des annonces importantes à faire sur l'automobile. Il se déplace dans la région. Il eût été normal que Xavier Bertrand y soit invité. Je comprends tout à fait son indignation. Plus de 8 milliards pour doper les achats de véhicules propres et puis investir dans l'innovation. L'État prend ses responsabilités pour sauver la voiture, l'automobile française? Incontestablement, on voit bien la volonté d'Emmanuel Macron de faire quelque chose pour l'industrie automobile. Moi, je m'interroge juste sur une chose, c'est qu'à l'heure où les Français se posent la question de savoir si dans quelques semaines ils auront encore du travail, je ne suis pas certain que leur priorité soit d'acheter des voitures, pour tout vous dire. Mais en réalité, encore une fois, on est dans une logique qui vise à relancer finalement l'industrie sans se poser la question véritablement de savoir où on veut l'emmener. Quand je vous parle de planifier, par exemple, et quand je vous parle de planification écologique, c'est se fixer un horizon et organiser l'économie pour atteindre des objectifs. Vous n'avez pas entendu ça hier dans le discours, dans la façon si vous voulez parler simplement de la manière dont on va subventionner la voiture électrique, donc je veux rappeler d'ailleurs qu'à chaque fois qu'ils sont construits 1 million, il y a besoin d'une centrale nucléaire de plus pour les alimenter. Très franchement, je ne suis pas certain qu'on aille au bon endroit. Et puis, il y a le cas... Il faudrait mettre le paquet sur quoi, alors? Par exemple, sur les transports en commun, sur le fait de développer la gratuité des transports en commun, sur le fait, par exemple, d'arrêter qu'on traverse le pays de haut en bas sur des routes alors qu'on pourrait le faire sur des rails. Voilà, il y a plein de choses à faire intelligentes pour planifier écologiquement notre activité et notre économie. Mais il y a 500 000 véhicules qui sont sur des parkings et qui n'ont pas été vendus. Donc cela, il faut doper. Mais il y a une industrie qui souffre. Mais je veux dire, là, ce qui a été annoncé hier, c'est une politique de l'offre. C'est-à-dire, on subventionne, on accorde des aides pour acheter des voitures, mais je ne suis pas certain que la demande y soit. Est-ce que vous pensez vraiment que là, les Français sont en train de se poser la question d'acheter une nouvelle voiture à cette heure? Je n'en suis pas sûr. Et puis, je suis inquiet particulièrement du cas de Renault, Elisabeth Martichoux. Parce que Renault se sert du Covid-19 comme d'un bel alibi. Ils ont l'intention de faire 2 milliards d'économies. Ça correspond exactement aux dividendes qu'ils ont versés l'année dernière à leurs actionnaires. Et l'État nous dit, on va leur garantir 5 milliards d'euros de prêts sans avoir de certitude sur la fermeture de certains sites. Renault est en train simplement d'utiliser le Covid-19 pour continuer un plan de délocalisation qu'ils avaient déjà commencé avant, qui ne vise que ses intérêts financiers. Donc je m'inquiète de voir, à l'heure du déconfinement, puisqu'il est en train de s'accélérer, pour filer avec le début de notre entretien, je m'inquiète de voir que tout a l'air de reprendre comme si rien ne s'était passé. Et ça n'est pas possible. Nous devons tirer des conclusions politiques et économiques d'une situation comme le coronavirus. Je le redis, nous ne combattons pas seulement un virus, mais les effets d'un modèle économique et politique avec lequel il faut rompre. Dans ce combat, il y a une figure qui a émergé, c'est Didier Raoult. Il était sur LCI hier soir. Il avait été adoubé d'une certaine façon par Jean-Luc Mélenchon, qui avait trouvé son positionnement intéressant. Hier, avec une certaine honnêteté, Didier Raoult a dit à David Pujadas je fais partie de l'élite. Je fais partie de l'élite. Et alors, il est où, Raoult? Il est du côté du peuple ou du côté de l'élite? Vous voyez, Didier Raoult n'a pas été adoubé par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon l'a contacté et a eu un entretien téléphonique tout à fait courtois avec lui. Il l'a trouvé intéressant. Vous savez, on a découvert, moi en tout cas, j'ai découvert quelque chose pendant la crise du coronavirus, c'est le niveau de controverse qui existe au sein de la science. Vous me répondez sur Didier Raoult, il est du côté du peuple ou oui, il est dans l'élite? C'est un grand scientifique, c'est un médecin, un docteur, il faut pouvoir l'écouter, il faut pouvoir l'entendre. Et comme tous les autres, et d'ailleurs j'observe qu'il y a un niveau de controverse qui est important. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les scientifiques donnent des avis sur la base de leur expertise. Moi, je suis un responsable politique. La décision politique, on la prend sur la base d'avis, mais ce n'est pas aux scientifiques de prendre les décisions politiques. Donc, vous soulignez effectivement le degré de controverse qui vous a surpris, comme beaucoup de Français, dans le monde médical. Est-ce que vous avez été surpris par François Ruffin? Il a refusé d'exclure une candidature à la présidentielle hier. Il a dit clairement à la question « Est-ce que vous l'excluez ?» Non, je laisse la porte ouverte à ce qui peut se passer dans le pays. Si jamais c'est moi qui dois ramasser le drapeau, je le ferai. Pas innocent. C'est jamais innocent de se projeter dans le rôle. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'il a bien dit, si le drapeau tombe, je suis prêt à le ramasser. Mais jusqu'à preuve du contraire, vous le savez, le drapeau, aujourd'hui, il est plutôt bien tenu par quelqu'un qui a rassemblé 7 millions de voix autour de son programme et sa candidature. Et qui est candidat à cette heure-là. Il est candidat, Jean-Luc Mélenchon. Et qui a une décision à prendre pour 2022 et à n'en pas douter qu'il la prendra le moment venu. Mais ce qu'il y a d'intéressant quand même, vous ne doutez pas qu'il soit candidat. Mais souvenez-vous d'une chose. En 2017, vous aviez beaucoup, quand je dis vous, c'est les journalistes, le monde médiatique, beaucoup commenté Jean-Luc Mélenchon, l'homme seul. Vous vous en rappelez? Il y avait beaucoup ça pendant la campagne.
vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, l'homme seul ne l'est pas vraiment. Il ne l'était pas à cette époque, mais il l'est encore moins aujourd'hui. D'autres personnalités ont émergé, parmi lesquelles François Ruffin, beaucoup de mes collègues à l'Assemblée nationale. Ouais, il a une certaine autonomie par rapport à vous quand même, François Ruffin. Mais parce que François Ruffin a toujours été comme ça. Il a sa liberté, il a son autonomie, mais nous faisons équipe, et nous faisons une belle équipe. Donc il n'y aura pas de primaire chez vous pour départager François Ruffin? Non, plutôt pas. Ça, j'en suis à peu près sûr. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si le drapeau devait tomber, nous sommes plusieurs à pouvoir le ramasser. Et qu'en attendant, je considère qu'il est toujours bien tenu par un candidat qui, de mon point de vue, est l'idéal. Hypothèse, lui ne l'a pas exclu, François Ruffin, soyez aussi franc. Si François Ruffin ramassait le drapeau, est-ce que vous le soutiendriez? Mais la question ne se pose pas. Non, mais si elle se posait, lui au moins, il a l'honnêteté de lui poser des questions. Ayez une certitude, dans tous les cas, il y aura une candidate ou un candidat insoumis, et je le soutiendrai, bien évidemment. Vous ne répondez pas, François Ruffin serait un bon candidat. Mais François Ruffin, ou Mathilde Panot, ou Alexis Corbière, ou Jean-Luc Mélenchon, ou moi-même, ou plein d'autres. Voilà. Pas plus que les autres. Nous faisons équipe, et dans tous les cas, il y aura un candidat insoumis, vous l'imaginez bien, en 2020. Peut-être vous. Mais moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Vous y pensez aussi? Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon tient bien le drapeau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous voulez absolument instaurer des primaires chez les insoumis, vous n'y arriverez pas. C'est jamais innocent de se projeter dans un rôle comme celui-là, qui n'est pas banal. Merci à vous, Adrien Quatennens, d'avoir été sur LCI ce matin.